médiathèque service éducatif. Nous accueillons Béatrice Mancel du service animation du Bocage de Passé, Catherine Villedieu, responsable des médiathèques du Bocage de Passé, Sylviane, je suis en train de chercher son nom, Beignet, également du Bocage de Passé, et Thierry Toyer, responsable des médiathèques du Pays d'Andenne. Donc la table ronde va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, Béatrice, Catherine et Sylviane vont nous présenter des actions de partenariat qui ont été menées avec le collège. Ensuite, Thierry Toyer nous présentera le partenariat entre les médiathèques et les centres de loisirs de la CDC du Pays d'Andenne. Et ensuite, donc, nous vous donnerons la parole pour des questions. Donc, je donne la parole au Bocage de Passé. Donc effectivement, on est de la médiathèque intercommunale du Bocage de Passé. Donc le Bocage de Passé, pour ceux qui ne se situeraient pas très très bien, on est vraiment au fond du département. Non mais je plaisante. J'ai mis une petite carte en fait. On est à l'ouest du département, tout près de Donfront en fait, et pas très loin de la chapelle d'Andenne. La communauté de communes, en fait, elle est née en 1994. Elle compte un peu moins de 5000 habitants, puisqu'il y a eu une fusion en 2013 avec la commune de COC, qui était avant, qui dépendait de la communauté de communes du Donfrontais. Maintenant, il y a 7 communes adhérentes à la communauté de communes, puisqu'il y a eu une commune nouvelle qui s'est créée. On a 370 élèves de primaire et 200 élèves du collège environ. Et c'est un collège multisite. Donc c'est un peu la même particularité que notre médiathèque. On a un site à Passé et un site à COC. Et le collège, c'est la même chose. Donc je vais passer la parole à Sylviane. C'est Sylviane notamment qui s'occupe des accueils de classe. La particularité aussi, et qui s'inscrit aussi dans le cadre des médiathèques sur le territoire, c'est qu'on est une équipe mixte. Donc il y a des bénévoles et des salariés, des agents de la communauté de communes. Voilà. Bonjour, donc moi j'interviens à la médiathèque en tant que bénévole et je gère plus particulièrement les accueils de classe. Donc on intervient sur les écoles élémentaires et sur le collège avec différents niveaux. Donc c'est vrai qu'avec l'historique de la médiathèque qui avant était bibliothèque municipale avant la création, il y avait eu des fonctionnements qui avaient été mis en place. Et donc, quand on a repris avec la communauté de communes, on a voulu aussi formaliser les accueils de classe et avec des signatures de conventions, donc pour que chacun aussi des partenaires puisse bien à la fois respecter les règles, soit nous de notre part offrir suffisamment d'accueil et aussi pour que les écoles sachent dans quel cadre ils viennent et ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils attendent de nous. Donc je pense que c'était bien de pouvoir aussi mettre ces choses-là bien à plat. Donc on a décidé ensemble de faire un accueil pour les élémentaires à raison d'1 fois par trimestre, avec un emprunt de livres à la fin. Donc, on leur offre une animation, puis ensuite un emprunt de livres. Donc, les livres circulent ensuite, les instituts viennent redonner les livres, en reprendre éventuellement. Et pour ce qui est du collège, alors, les actions, là, sont beaucoup plus ponctuelles et non pas formalisées sur l'année scolaire. C'est aussi en partie à la demande des enseignants. Donc pour les élémentaires, les thèmes abordés sont soit de notre choix, soit quelquefois aussi les instituts ont des demandes particulières sur un thème qu'ils sont en train de travailler. Donc on adhère à leur projet en les accueillant. Pour le collège, les collégiens, c'est beaucoup plus ponctuel. Donc les 6e, en général, sont accueillis eux, 1 fois par an au minimum, avec toujours plus ou moins la même thématique, puisqu'ils viennent toujours encadrés par le documentaliste. Donc, les documentalistes nous demandent de faire une découverte des lieux, médiathèques, et aussi de faire plus particulièrement des activités sur les cotations d'e-way en relation avec leurs documents.
Il y a un accueil sur le temps de midi avec la documentaliste sur le collège de Passé plus particulièrement. Alors là, c'est un accueil un peu moins formel qui est sur la base du volontariat pour les collégiens. Et le temps est régulier. Là, en échange, sur Passé, c'est 1 fois par mois. Donc les deux sites du collège ne fonctionnent pas de la même façon pour les accueils avec les 2 sites de médiathèque. Les collégiens, sur ce temps-là, peuvent emprunter des livres. Et il y a des thématiques aussi, avec des jeux, des participations à des concours, vous verrez tout à l'heure, et des recherches Internet, puisqu'on a des postes informatiques qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà l'ensemble de ce qu'on leur propose. Après, avec les autres collégiens, les activités sont un petit peu plus ponctuelles. Et c'est en fonction de ce que nous pouvons éventuellement leur proposer ou de leurs demandes. Donc la dernière fois, il y avait eu une classe à propos de l'arbre poétique qu'on avait. Une classe du collège de 3e travaillait aussi sur la poésie. Donc ils étaient venus voir l'arbre poétique et ils sont même revenus une fois. La prof est carrément venue quelque part faire cours à la médiathèque pour que les enfants puissent avoir accès à de la documentation qu'on avait en médiathèque et finaliser un projet. Ils avaient un projet d'écriture de poésie, de mise en page et de mise en image et en structure de poésie qu'ils avaient choisi. Donc, ils sont venus le faire à la médiathèque. Donc, voilà, en général, tout se passe plutôt bien. Les seules contraintes qu'on aurait, c'est évidemment les contraintes de calendrier pour les recevoir. Parce que, bon, sur COC, faut vous dire que la médiathèque est couplée avec l'agence postale communale. Donc, c'est vrai que le temps de l'agence postale communale, le temps qu'elle est ouverte, c'est assez compliqué de recevoir en même temps tout un groupe d'enfants. Donc, il arrive que la médiathèque soit ouverte au public en même temps que l'agence postale, mais pour les accueils de groupe, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fait vraiment, quand il y a une classe de 20, les locaux sont petits, donc ça, c'est une contrainte pour arriver à avoir un maximum d'accueil. Sinon, bon, les retours sont plutôt bien, puisqu'on a des enfants qui sont qui reviennent en individuel s'inscrire et qui participent après en individuel à d'autres animations que l'on propose en dehors des accueils de classe. Voilà. Donc, comme le disait Sylviane, en fait, c'est vrai qu'on sollicite, et le collège nous sollicite aussi d'autres manières, avec des animations. Donc là, on avait organisé en 2000... je réfléchis parce qu'entre deux, j'étais absente. 2014, voilà. Une exposition, en fait, qui s'intitulait Mémoire de poilu. C'est ça, 2014. Et une exposition, en fait, qui, à la base, avait eu lieu à Domfront. Je ne sais pas si vous connaissez Septembre en Domfronté. Donc, on a un bon contact avec les gens de Domfront et ils nous avaient invités à venir découvrir cette exposition. Et nous, on avait trouvé que c'était bien de faire vivre cette expo sur le territoire du Bocage de Passé. Donc, on avait organisé cette exposition-là et on avait vu avec les enseignants s'ils souhaitaient faire un petit travail avec leurs élèves et notamment la rédaction de courriers de poilus dans le cadre du 100e anniversaire. Et alors, l'équipe enseignante a été vraiment très, très partante. Ça a concerné environ 45 à 50 élèves. Et donc l'exposition s'est d'abord déroulée sur COC. Donc on avait des vitrines avec de nombreux objets, des médailles, des documents très rares aussi. Et on a exposé les écrits des élèves. Donc ils avaient un planning justement pour bien, après que nous on avait déterminé des dates, donc il fallait respecter ce rétro-planning-là. Et ça a été vraiment j'allais dire, je pense, autant pour les élèves que pour les enseignants, un travail, parce que c'est un travail quand même, c'était un peu comme une commande, un travail très intéressant et avec des beaux textes en fait. Ils se sont vraiment appropriés des personnages qui soient, par exemple, avec des grands-parents qu'ils connaissaient ou des arrière-grands-parents qui leur ont raconté des choses. Et donc, on avait des écrits. Donc là, j'ai mis quelques exemples, en fait, des lettres qui étaient aussi illustrées de dessins.
Et ils avaient vieilli aussi les courriers et c'était vraiment, vraiment très très beau. Et ça, c'était l'exposition donc à COC. Donc on avait reconstitué un petit peu, voilà, par exemple là avec les barricades, on avait mis des palettes. Enfin, on avait essayé de faire une petite scénographie. On avait aussi installé un coin où il y avait une vidéo en fait de lecture de Poilu, de lettres de Poilu, par une autre enseignante qui avait participé à l'exposition avec d'autres élèves des années précédentes. Donc voilà, c'était vraiment un travail intéressant. Donc c'était un beau succès, il y a eu beaucoup de gens à cette exposition-là, ça a vraiment agrémenté aussi notre exposition. Les lettres ont été exposées à COC et à Passé la Conception sous 2 formes différentes, justement pour créer l'effet de surprise aussi et puis inciter d'autres gens à venir. Et les textes ont été mis en valeur avec la réalisation d'un livret qui a été remis dans chaque CDI et dans chaque médiathèque. Voilà, parce qu'on a souhaité aussi valoriser et pérenniser cette action, cette animation. Et ça a aussi mis en relation de nombreux acteurs pour la réalisation de cette exposition, des enseignants, des historiens, des gens qui nous ont aidés à monter cette exposition-là. Voilà, je vais passer la parole à Béatrice, puisqu'on a reçu après Yo dans le cadre d'un atelier poésie. Oui, là on change de registre, on passe de la guerre mondiale au slam. Donc c'est totalement différent, comme quoi à la médiathèque on fait tout, on touche à tout, il n'y a pas de souci. Donc là c'est une animation qui a été proposée par la MDO dans le cadre de l'animation annuelle. Et donc elle nous proposait d'accueillir Yo, qui est un slameur canet, accompagné de Anne Kern, qui est elle aussi slameuse et intervenante théâtre. Donc nous avons sollicité les jeunes de 4e et 3e des deux sites, voilà, pour participer à cet atelier. Cette animation qui était composée donc d'un atelier d'écriture sur une journée et un deuxième temps avec un après-midi mise en voix qui permettait aux jeunes qui avaient écrit des textes de faire l'avant-première du concert de Yo. Donc c'était valorisant. Donc la première journée, on a eu une quarantaine d'enfants qui ont participé à cet atelier écriture. Alors on a eu des choses assez incroyables et surprenantes, drôles et touchantes. Vraiment, c'était un bon moment sur cet atelier d'écriture. Et donc, il en est ressorti des textes qu'ils pouvaient présenter lors du concert, mais ce n'était pas une obligation. C'était sur la base du partenariat, du volontariat. Donc, ceux qui n'avaient vraiment pas envie de déclamer leur prose en public n'y étaient pas obligés. On a eu un très bon soutien, je tiens à le dire aussi, des professeurs de français, d'espagnol du collège, qui sont vraiment pris au jeu. La preuve, c'est qu'après, effectivement, il y a une professeure de français qui est revenue faire des ateliers autour de la poésie. Et les enfants, c'est vrai qu'à travers le slam, ils ont découvert une autre forme de poésie. Et ils n'ont pas eu l'impression, en fait, de faire de la poésie comme ils l'appréhendent en cours. Donc le jeudi, puisque l'atelier c'était le mardi, le jeudi après-midi, on a eu quand même 30 enfants qui sont revenus pour monter sur scène. Donc tout l'après-midi, voilà, Anne Kern, entre autres, qui est intervenant théâtre, leur a appris à poser leur voix, à bien se poser sur scène, à dédramatiser un petit peu, parce que dans ces textes, on pouvait très bien aller de la partie de pêche à des choses beaucoup plus profondes, comme la vie d'ado ou des problèmes familiaux. Ouais. Donc il y avait des choses quand même très, très émouvantes. Et ça se prépare. Donc ils ont bien travaillé tout l'après-midi. Il y avait une belle émulsion dans la médiathèque. Là, c'était vraiment chouette. Et puis bravo aussi à Yo et Anne qui ont fait vraiment... Ils ont vraiment su prendre les jeunes. Et donc le soir, voilà, représentation de tous ces ados sur scène. C'était riche, original, plein d'émotions. Évidemment, quand on réussit à toucher nos ados, ça nous amène également la famille. C'est toujours très bon. Ça fait déplacer pas mal de gens.
Et puis, voilà, on avait ouvert la médiathèque ce soir-là. Certains n'étaient jamais venus à la médiathèque, que ce soit Passé ou COC. Et j'ai trouvé que c'était une belle occasion de visiter les locaux à travers cette animation. Donc, ça s'est pas mal passé. Le concert a été un vrai succès. Et puis nos jeunes vont peut-être continuer le slam chez eux, je ne sais pas. Voilà. Alors, une autre petite animation que nous faisons, c'est un concours de nouvelles qui est organisé par la médiathèque. C'est la 3e édition cette année. On l'a commencé en 2013, pardon. Oui, déjà. Il touche les 11-16 ans. On l'organise en 2 catégories, les 11-13 ans et les 14-16 ans. La seule chose qui peut différencier, c'est qu'on leur demande des rendus différents en termes d'écriture. Sinon, le thème est toujours le même. Donc, on intervient dans les collèges, sur les 2 sites, pour présenter ce concours. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste sur notre bocage. On a un peu ciblé les jeunes du bocage, qu'ils soient scolarisés au collège ou pas. On a quand même 1 ou 2 enfants qui ne sont pas scolarisés sur le collège, mais qui y participent. On présente souvent ce concours fin décembre. C'est moi qui, en principe, vais le présenter. Tu m'as accompagné quelquefois, ouais. Sur le site du collège, on est toujours bien accueillis. On leur explique un peu le pourquoi du comment. On revient souvent avant la date butoir du retour des nouvelles. On essaie de revenir leur donner un petit coup de main parce qu'il y en a qui ont plein d'idées mais qui ne savent pas les ordonner. C'est normal, ils sont jeunes. Donc quand on peut, on intervient 2-3 fois pour remettre tout dans le bon ordre. Et donc, voilà. Et puis souvent, fin mars, début avril, ils nous rendent leurs nouvelles. Donc, il y a plein d'enfants qui prennent ça vraiment très, très au sérieux. C'est une première écriture. On sent que ça a été fait avec beaucoup de cœur, plein d'envie. Et ensuite, tous ces écrits sont collectés et remis au jury, qui est composé souvent de bénévoles de l'équipe de la médiathèque. On prend également des intervenants, souvent c'est nos documentalistes du collège, donc 1 par site. Et ensuite, on trouve une personne extérieure, un intervenant extérieur. Une fois le jury d'accord sur le classement, en principe, ça c'est pas trop mal, ils sont à peu près d'accord, ils se crêpent pas trop le chignon. Donc on établit le classement et la médiathèque organise une petite soirée de remise des prix où pour l'instant on a réussi à remettre un petit lot à chaque lauréat qui vient avec sa famille, son frère, sa sœur. Et c'est vrai que là, c'est vraiment une petite soirée bien sympathique. Et ça fait là aussi parfois venir, par le biais des ados, on arrive à faire venir des parents qui n'avaient jamais franchi la porte de la médiathèque. Et qui finalement se disent c'est pas mal, je ne connaissais pas. Voilà, donc souvent par le biais des enfants, on fait venir les adultes. Ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi, où les adultes amènent les enfants. Mais là, c'est dans les 2 sens et c'est très bien. Donc notre but quand même, c'est d'essayer de les sensibiliser à l'écriture. Selon les thèmes choisis chaque année, puisqu'on a fait le fantastique, on a fait différents thèmes, ils viennent quand même fouiller dans nos rayonnages, parce qu'on met en valeur, on va dire, des collections par rapport à ce thème. Donc on arrive quand même à les sensibiliser un peu. Et voilà, les limites, effectivement, le problème dans ce genre de concours, c'est la date limite. Ça, l'ado et les dates limites, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est la veille pour le lendemain. Donc, j'avoue qu'il y a souvent un petit report de date, on ne devrait pas le dire. Il y a souvent un petit report de date, 1 jour, 2 jours. Bon, les 3 et on n'en parle plus. C'est ça, souvent c'est de récupérer les nouvelles.
sinon, oui, bon, cette année, c'était un petit peu plus compliqué. On n'a pas été très fructueux en écrivain. Peut-être que c'était l'année. Peut-être que le thème de cette année, puisqu'on était parti sur la série Gone, n'a pas inspiré. C'est possible aussi. On essaiera de trouver les raisons de ce blocage. Et sinon, on avait quand même une quinzaine de participants chaque année. Voilà. Bon, cette année, c'est plus difficile. Mais faut pas. On a été obligé d'arrêter. Ça a été en suspens une année. Peut-être le fait d'avoir coupé cet élan, c'est plus difficile de repartir après. Donc on va se dire que c'était l'année charnière et que l'année prochaine, ce sera mieux. C'est pas grave. Et puis peut-être qu'effectivement, dans tout petit jeune écrivain, après, ça sollicite peut-être des envies de lecture, parce qu'il y en a qui aiment écrire, qui disent sincèrement, moi j'aime pas lire, mais j'aime bien écrire. Et puis finalement, puisqu'après on forme un recueil avec toutes leurs nouvelles, et on leur en donne un, et on en met à disposition à la médiathèque, dans les collèges, finalement ils feuillettent les nouvelles des autres, et puis sans le vouloir, ils lisent quand même, quoi. Et puis ça les fait peut-être venir dans nos rayonnages après. Donc voilà la difficulté, le difficile travail de faire venir nos ados dans nos murs, mais on y arrive. Alors, normalement, il y a on va dire trois prix dans chaque catégorie. Un premier, un deuxième, un troisième dans chaque catégorie. Et on a réussi jusque-là, comme je disais, effectivement, on offre un prix un petit peu plus conséquent aux trois premiers, et jusque-là, on a réussi à récompenser quand même tous les participants à chaque fois. Bon, les budgets restreignent, les écrivains aussi cette année, donc ça tombe bien. Mais pour l'instant, on a réussi à récompenser. Mais on va dire que les premiers sont quand même un petit peu plus récompensés. Donc souvent, oui, c'est des livres, des cartes cadeaux, parce que on offre des cartes cadeaux aussi, des cartes cadeaux, voilà. Donc après, soit ils continuent la collection du livre qu'on leur a offert, soit ils font ce qu'ils veulent. Mais ça, il faut savoir aussi faire plaisir à cette tranche d'âge et leur laisser un petit peu de liberté, quoi. Voilà. Je vous remercie. On va passer la parole peut-être directement à Thierry. Donc je me présente. Est-ce que tu peux prendre le micro? Oui, je vais prendre le micro, c'est peut-être mieux. Hop. Oui. Est-ce que vous avez plus de filles ou de garçons dans vos ateliers? Ça dépend. Je pense pour le concours de nouvelles, il y a quand même majoritairement des filles. Hein, elles écrivent plus, peut-être. Et après, pour les ateliers, c'est vrai que vu que c'est souvent sur des classes, du coup, il y a la mixité. Voilà. Après, même les ateliers qu'on organise pour des tranches d'âge 11-15 ans qui correspondent à des collégiens. Là, on a fait l'atelier Coding School, par exemple. Non, c'est mixte aussi. C'est assez mixte.
et à Passé. Alors, c'est un collège multisite. Donc, il y a un site à Passé et un site à COC. Donc, il y a une médiathèque à Passé, une médiathèque à COC. Il y a 2 sites, en fait. On est une médiathèque multisite. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas de problème pour les déplacements. Et après, c'est vrai que là, on est par exemple sur un projet de festival ado. Alors, c'est plus là ma deuxième casquette de chargée de mission culture. Mais on a un festival ado qui commence là à partir de jeudi. Et le principal a tout mis en œuvre pour que les jeunes de COC, donc les 4e et 3e de COC, viennent à Passé découvrir le spectacle qui se tiendra dans une yourte. Donc, voilà, on a un bon appui avec le principal. Mais c'est vrai que les difficultés, c'est parfois de se mettre d'accord avec les professeurs, justement parce que cette mixité-là aussi de sites, elle est difficile. Parce que quand on va voir toutes les classes de 4e, par exemple, il y en a à Passé, il y en a à COC, donc du coup, il faut s'arranger. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ok, donc j'y vais. Donc, alors, je me présente, je suis donc Thierry Toyer, je suis le responsable de la médiathèque du Pays d'Andenne. Donc, en fait, c'est une médiathèque intercommunale qui comporte 3 sites. Donc, la CDC en elle-même, elle comprend environ 8300 habitants. Et elle est constituée de 5 communes, dont 3 nouvelles, parce que vous savez qu'il y a eu des créations de communes au début de l'année. Donc, avant, il y en avait 14, et là, du coup, il n'y en a plus que 5. Donc, ça a bien fusionné. Donc les communes en question, donc c'est Juvigny-Val d'Andenne, Rive d'Andenne et Bagnoles de Normandie, Pérou et Tessy-Froulet. Donc c'est un milieu rural et un tiers de la population a plus de 60 ans. Donc voilà. Donc on fait des partenariats avec les 4 écoles, avec l'EHPAD, avec la MAS, donc j'en parlais tout à l'heure, la maison d'accueil spécialisée, donc pour les handicapés, et aussi avec les centres de loisirs du coup. Donc c'est ça dont je vais parler maintenant. Donc il faut savoir que les centres de loisirs, en fait, l'accueil des mineurs, c'est devenu une compétence de la CDC depuis l'année dernière, enfin depuis 2 ans, depuis 2014. Et en fait, du coup, notre partenariat avec l'accueil, qu'on faisait avant avec les associations, il s'est prolongé du coup avec la création, avec la prise de compétences de la CDC. Voilà. Donc, en fait, il y a une petite spécificité, c'est juste que par rapport au centre de loisirs, en fait, il y en a 4. Mais il y en a 3 qui sont en régie directe par la CDC et un qui est associatif, mais avec un droit de regard, on va dire, de la CDC. Donc il s'agit de Famille Rurale à Couterne. Donc Couterne, qui est donc l'une des communes qui a fusionné. Alors. Donc ça s'est passé, donc déjà pour l'historique du projet, ça s'est passé comment ? C'est très simple en fait. Donc pour le Juvigny et puis la Chapelle, donc comme je disais tout à l'heure, ça a pris la continuité de ce qu'on faisait avant avec la CLAPA, donc l'association Culture et Loisirs au Pays d'Andenne. Et pour Famille Rurale, en fin de compte, c'est la directrice qui est venue me voir quand ils ont fusionné. Ils sont venus me voir pour savoir si on pouvait faire des choses ensemble. Donc j'ai répondu oui. Voilà. Pour les objectifs du partenariat, donc, c'est rapprocher les structures présentes sur le même territoire. Donc c'est parce qu'on sait qu'on a des publics convergents, donc c'est aussi bien de travailler ensemble. Donc mutualiser les moyens et proposer des nouveaux services et donc aussi faire vivre les différents sites et entretenir leur dynamisme. Alors les projets sont différents selon les différents sites. Alors avec Bagnoles de Lande, pour l'instant on ne fait rien parce qu'on n'a pas de site sur la commune. Donc c'est vrai que c'est compliqué du coup de travailler avec eux. Pour la Chapelle d'Andenne et Juvigny, on a Écouterne, donc on a un site sur chaque commune. Donc là on peut travailler plus facilement. Donc pour la Chapelle, déjà pour les 3 centres de loisirs, nous on leur communique nos animations. Donc comme ça, quand eux ils font leur programme d'animation, ils peuvent savoir ce que nous on propose. Comme ça, ils peuvent éventuellement se greffer sur ce qu'on fait et donc participer. Et nous, réciproquement, on se tient au courant de ce qu'ils font. Comme ça, s'ils ont des idées d'animation, on peut éventuellement soit leur prêter des documents, soit les accueillir, soit faire des choses ensemble. Et de fait, on a souvent des enfants qui participent aux animations de la bibliothèque. Et quand, donc ça peut être pour des projections, ça peut être pour des ateliers de jeux de société, ça peut être pour des lectures. Et si jamais ils ne peuvent pas venir les jours où on fait des animations, on leur propose des animations en plus, des spécifiques pour eux. Alors, il y a donc deux cas particuliers. Donc on a Juvigny-sous-Andenne, en fait. Ce qui est particulier, c'est qu'en fin de compte, notre bibliothèque, donc le site qui est à Juvigny, il est dans les mêmes locaux que l'école. Et les locaux de l'école sont pris par le centre de loisirs pendant les vacances et le mercredi après-midi.
Ce qui fait qu'en fin de compte, les enfants n'ont qu'une porte à ouvrir pour aller à la bibliothèque. Donc c'est très pratique, du coup on les a, donc en dehors des vacances, on les a tous les mercredis en fin d'après-midi, et des fois en début d'après-midi. Donc quand c'est en début d'après-midi, c'est pour faire un petit break entre les activités du matin et de l'après-midi, donc c'est plus voilà, une petite pause de lecture, on se pose tranquillement une demi-heure à la bibliothèque. Et le soir, pareil, c'est pour se poser un peu après les activités. Donc là, il n'y a pas vraiment d'animation préparée spécialement, mais on les accueille, on fait des lectures, on fait des jeux, des choses ensemble. Et pendant les vacances, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là généralement on fait plutôt des ateliers, donc là c'est prévu à l'avance et puis on les reçoit de manière plus cadrée. Et pour Couterne, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une association, et on a notamment fait une chose ensemble, c'est ce qu'on appelle les bébés lecteurs, donc ce sont les photos qui tournent depuis tout à l'heure. Donc, parce qu'en fin de compte, l'association Famille Rurale ne fait pas que du centre de loisirs, elle fait aussi accueil de tout petits. Et donc, on s'est dit que ce serait quand même pas mal de les accueillir, de faire ça, d'accueillir les enfants. Donc, on fait des tapis de lecture notamment, donc qui sont réservés à la MDO. Et voilà, donc c'est mis en place depuis quelques mois. Au début, c'était un petit peu laborieux, on avait du mal à avoir du monde, et puis là, ça se met en place. La dernière fois, il y a eu 6 enfants, on était contents. Et donc du coup, depuis, on en fait aussi à Juvigny. Donc vu que ça marche bien, puis vu qu'on a une crèche à Juvigny, du coup, on fait ça aussi à Juvigny. Donc voilà, j'ai aussi un article du journal, je vais vous le mettre. Hop, Webshop, c'est ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tchoc. Voilà, une rotation. C'est où la rotation? C'est là. Toc. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, par exemple, c'est une animation qu'on a fait au centre de loisirs à Juvigny. Donc là, c'est avec l'art poétique dont on parlait tout à l'heure. Donc on a accueilli les enfants un mercredi après-midi. Et là, on a fait une activité donc plus cadrée. Donc on a accueilli les enfants et on a fait différents jeux autour de la poésie. C'était très sympathique. Et il y a vraiment des enfants qui se sont vraiment pris au jeu. On a écrit des poèmes ensemble. Alors bien sûr, on s'adapte à l'âge, hein, donc forcément on ne va pas faire des choses trop ambitieuses, mais c'était vraiment très sympathique, et puis c'est vrai que c'est une exposition qui se prête très bien à des ateliers ludiques et interactifs. Alors pour les difficultés rencontrées, donc, alors des fois, déjà il y a des problèmes internes au centre de loisirs, hein, notamment au niveau de la fréquentation. Donc des fois, il y a des centres qui ferment parce qu'il n'y a pas assez d'inscrits. Donc forcément, quand on avait prévu des choses, du coup, ça capote à cause de ça. Et puis des fois, ils n'ont pas forcément, ils ne peuvent pas nous communiquer les informations à temps et en heure parce qu'eux-mêmes ne savent pas encore ce qu'ils vont faire comme programme, puisque ça dépend aussi du nombre d'inscrits. Au niveau de la programmation, on essaie de communiquer au mieux, donc d'un côté comme de l'autre, mais bon, il y a toujours des couacs, hein, c'est pas jamais évident. Mais on essaye vraiment de s'adapter au mieux pour proposer des choses auxquelles ils peuvent participer. Et donc pour les bébés lecteurs, il y a eu effectivement le problème de la fréquentation, donc là ça s'arrange. Mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment dur à vivre pour les bénévoles, parce que c'est vrai qu'ils font ça sur leur temps libre, hein, par définition. Les bénévoles font ça sur leur temps. Voilà. Donc c'est vrai que ça implique beaucoup, ça demande beaucoup de préparation, et c'est vrai que quand derrière il n'y a qu'un seul enfant qui vient, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc heureusement que ça s'est arrangé, parce que c'est vrai que du coup c'est difficile après d'entretenir la motivation. Voilà. La plus-value pour chaque partenaire. En fin de compte, je suis le plan, hein, je m'excuse. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Ce qui est bien, alors bon, parce qu'en milieu rural, c'est compliqué d'avoir du monde aux animations. Donc, ce qui est bien quand on travaille avec les centres de loisirs, c'est que du coup, on est sûr d'avoir au moins un certain nombre d'enfants. Donc ça c'est bien. Ça, c'est pratique. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est toujours embêtant quand on passe plusieurs heures à préparer quelque chose, le jour même, de se dire on ne le fait pas parce qu'il n'y a personne. Ça vous est, je pense, déjà arrivé. Et bon, c'est toujours décourageant, ça ne fait jamais plaisir. Donc là, c'est bien, au moins, on a un public d'assuré. Ce qui est bien aussi, c'est que comme ça, on peut aussi tester de nouvelles idées. Donc, je pense par exemple aux jeux de société. À la base, on ne pensait pas le faire, et puis ça s'est fait naturellement, et ça a pris forme tout seul. Les enfants ont se sont complètement accaparés les jeux, et maintenant, ils viennent en autonomie les chercher, jouer. Voilà, ça c'est complètement acquis. Ouais, c'est complètement acquis. Merci. Niveau fréquentation, ça avait plus de fréquentation le mercredi pour les vacances scolaires, donc ça c'est bien. Et ça apporte aussi de la nouveauté, ça montre aux gens qu'on propose des choses. Au niveau de l'image, c'est bien, ça montre qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et qu'on réfléchit pour améliorer nos services. Et franchement, on sent que les enfants apprécient le lieu. Je pense notamment à Juvigny, notamment parce que vu que c'est des locaux de l'école, c'est pas adapté pour des enfants.
pour des centres de loisirs, c'est bruyant, voilà. Et du coup, ils apprécient d'avoir un espace pour se poser, pour jouer, mais voilà, dans un cadre plus, on va dire, intimiste. Et vraiment, on sent vraiment que c'est quelque chose qui leur plaît. Et quand on est fermé, parce que des fois ça arrive, ils le regrettent, quoi. Oui, ça nous arrive des fois. Voilà. C'est rare, je vous rassure. Voilà. Et je pense que du côté des partenaires, ils apprécient notre aide pour monter de nouvelles animations. Je pense notamment au bébé lecteur à Couture. C'est vrai que sans nous, ils n'auraient pas pu le faire. Je pense à la famille rurale. Et puis comme ça, on leur propose aussi des idées pour leurs activités. Donc pour eux, c'est bien aussi. À ce niveau-là, d'ailleurs, parce que du coup, j'ai un petit commentaire de l'une des responsables. Ce qu'ils apprécient aussi, c'est le côté découverte pour les enfants. Découvrir les livres, découvrir des supports comme les Kamishibai qu'ils ne connaissaient pas forcément, ou la poésie. Enfin voilà, c'est vrai que les animateurs n'y pensent pas forcément, et puis c'est normal. Et puis du coup, nous, on leur propose autre chose, donc c'est bien. Voilà. Ensuite, quelques remarques pour finir. Donc ça fonctionne bien, tout le monde est content, c'est chouette, mais c'est quand même perfectible. C'est vrai que il faut quand même dire des choses, c'est que personnellement, le métier d'animateur, moi je ne le connaissais pas avant de faire de partenariat avec les animateurs. Donc c'est intéressant, on découvre des choses, mais c'est pareil de l'autre côté, ils ne connaissent pas forcément notre métier non plus. Donc c'est vrai qu'on gagne toujours à mieux connaître les gens avec qui on travaille. Et je pense que ça, il y a un axe d'amélioration. Enfin, je pense qu'on gagnerait effectivement à mieux se connaître, je veux dire, du côté professionnel, quoi, du côté des contraintes, des spécificités de chaque métier. Je pense que la Magiatech aussi pourrait mieux communiquer sur ses outils d'animation, et notamment aussi ceux de la MDO, et aussi sur nos collections. Et c'est vrai que par rapport aux acquisitions, je pense on pourrait réfléchir dans la Poldoc à prendre ça en compte, à se dire est-ce qu'on fait un petit fonds qui est dévoué, enfin on a déjà un petit fonds qui est dévoué à l'animation, mais est-ce qu'on peut pas justement l'améliorer en prenant mieux en compte nos partenaires. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé par les paroles. Donc, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions à poser, que ce soit à l'un ou l'autre des intervenants. Bon, Donc, moi, je voulais vous demander quelle était l'implication des équipes dans vos partenariats, si tout le monde était impliqué dans les partenariats, soit avec le collège, les centres de loisirs. T'es galant. Nous, dans l'équipe, oui, c'est-à-dire qu'on est une équipe, comme je disais, mixte, donc des bénévoles et des agents. On est 22 maintenant dans l'équipe. Et donc, effectivement, on se répartit les compétences. Donc, par exemple, Sylviane, c'était une ancienne instite. Voilà. Donc, du coup, elle s'occupe effectivement de la partie accueil de classe, mais que ce soit pour les primaires, mais aussi pour le collège. On a une forte, quand même... proportion d'enseignants dans notre équipe. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez simple. Après, Béatrice aussi, elle est animatrice au centre de loisirs, qui est un centre de loisirs intercommunal. Donc, du coup, c'est facile aussi. Elle s'occupe aussi du RAM, donc du relais d'assistante maternelle. Donc, voilà, c'est-à-dire que les compétences des uns et des autres font que on arrive comme ça à ce que chacun... puisse s'occuper de certains partenariats. Là, on a réinitié aussi un partenariat avec la maison de retraite. Ça m'a beaucoup touché le témoignage de Julie ce matin, parce que c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on a pu vivre aussi, on en rediscutait ce matin, ce midi au déjeuner, à savoir l'émotion qu'on y met en fait dans ce rapport aux autres, notamment avec les gens de la maison de retraite. Donc voilà, là on est parti plutôt sur un partenariat où ils viennent à la maison de retraite. Il y a 6 ou 7 personnes. Et donc du coup ils viennent et on a initié des ateliers d'écriture et aussi un peu d'art graphique, enfin voilà, pour proposer d'autres choses, quoi. Et vous voulez rajouter quelque chose ? Je suis peut-être un peu déformée par mon métier, mais je veux dire, l'émotion qu'on peut avoir avec l'EHPAD, on l'a différemment avec les enfants, quoi. C'est tout. Mais c'est comme quoi, c'est plein d'émotions, ce métier. À toi. Deux micros. Ouais. Tu veux, on te choisit. Allez, celui-là. Donc, pour répondre à la question sur l'équipe, alors effectivement, donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit lors de ma présentation. Donc, à la CDC, nous sommes une équipe mixte également. Donc, nous sommes 2 salariés à temps plein.
Et donc, il y a des bénévoles, et donc on va dire il y a une douzaine de bénévoles, dont l'essentiel est sur Couterne, parce que Couterne, avant, était donc une bibliothèque qui était gérée par une association. Voilà. Donc au niveau de l'application, justement, l'historique fait que à Couterne, c'est plus les bénévoles qui sont très impliqués dans les lecteurs. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment, s'implique beaucoup, font des réunions de préparation à chaque fois. Pour les autres animations, donc hors bébé lecteur, c'est plus effectivement Jérémy et moi qui gérons les choses, avec éventuellement des fois un renfort de bénévoles ponctuels pour les animations. Mais c'est quand même plus effectivement donc là, du coup, les salariés qui gèrent la chose. Et nous, après, c'est plus la communication qu'on va faire auprès des bénévoles pour leur dire, voilà, par exemple, parce que généralement, on s'arrange pour faire des animations sur les 3 sites. Donc quand on fait une animation sur un site, le site de Couterne, on met les bénévoles dans le coup, entre guillemets, pour qu'ils puissent s'impliquer. Je pense notamment à l'exposition Jouer la science qu'on a eue l'année dernière. Là, pareil, il y a eu des activités qu'on a fait avec le centre de loisirs, donc, qui étaient très très bien. Mais là, du coup, c'est plus Jérémy et moi, comme on fait l'animation, les bénévoles étaient plus là en renfort. Voilà. Par rapport, quand vous recevez des élémentaires, en fait, vous dites qu'ils viennent une fois par trimestre et qu'ils ont une animation et un choix de livres. Est-ce que c'est toujours par classe entière? Alors, pour les élémentaires, pardon. Pour les élémentaires, oui, ils viennent par classe entière. Et est-ce que vous n'avez pas un ressenti de consommation à outrance ou de... Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, à force de recevoir comme ça des classes entières, en fait, on a trouvé... alors qu'on se lassait d'abord très vite, et puis aussi qu'il y avait, c'était vraiment la consommation. On arrivait là pour choisir son livre, on repart, et il n'y avait pas vraiment d'échange en fait. Donc je voulais savoir si vous aviez ce ressenti-là de consommation à outrance, ou par les équipes enseignantes. Ou... Donc non, pas du tout, dans la mesure où justement le fait déjà de soit moi proposer des choses aux enseignants, soit aussi de temps en temps répondre à leurs demandes à eux, mais j'essaie de m'arranger pour que justement de temps en temps ils n'aient pas le temps de me demander quelque chose. Est-ce que ce serait pas peut-être plus intéressant de faire un projet commun avec... Alors, ça arrive hein, que l'enseignant travaille sur quelque chose de particulier et là, on échange. Et donc, moi, je propose une animation parce qu'il y a systématiquement une animation lorsque les classes viennent. L'emprunt, c'est après, quoi. Ils repartent avec un livre sous le bras, mais ce n'est pas le but premier, en fait, de leur visite à la médiathèque. Le but premier, c'est de venir chez nous. Alors, c'est encore jamais arrivé que j'aille dans les classes. Après, pourquoi pas. Mais le but premier, c'est surtout qu'ils viennent chez nous et qu'ils explorent le lieu et qu'ils voient aussi que dans ce lieu-là, il y a certes des documents à emprunter, mais il y a surtout des choses qui s'y passent. Et je m'arrange toujours pour que l'animation que je leur propose soit première sur l'emprunt de livres. Après, ils repartent avec un livre, c'est bien. Mais ils sont surtout venus pour autre chose. Et en général, ils viennent pas, les classes ne viennent pas en consommateur. D'abord parce qu'il y a des règles fixées sur le nombre de fois, hein, parce qu'au début on a proposé, j'avais une institutrice qui m'avait dit ah ben moi je viens toutes les 3 semaines. Ah ben non madame, ça va pas être possible. Donc vous recevez voilà. les classes uniquement sur des temps de fermeture, ou alors elles ont aussi la possibilité de venir quand c'est ouvert? Non, uniquement sur des temps de fermeture, voilà, parce que c'est plus confortable aussi pour les autres usagers et à la fois de la poste, puisqu'il y a le point poste sur COC, et à la fois pour les autres usagers de la médiathèque, où c'est sûr quand il y a une classe de maternelle dans la médiathèque, ça vit, c'est bien, mais il y a peut-être des lecteurs qui n'apprécieraient que moyennement, donc on ne l'a jamais fait ensemble. Mais sinon, non, ça va, ils ne sont pas trop consommateurs. Vas-y. Je me permets de compléter la réponse, que nous aussi on fait des accueils de classe. Et non, au contraire, c'est vraiment des moments d'échange et c'est très sympathique. Et ça crée vraiment du lien avec les enseignants et avec les enfants. C'est vraiment, on est vraiment au dehors de la consommation. C'est tout le contraire, franchement.
Oui, complètement. C'est ce qu'on fait, nous, on les sépare en groupes. Hein. Donc, quand on est deux, on les sépare en deux groupes. Et puis, quand on peut les séparer encore en deux groupes, on le fait. Oui, effectivement, c'est pour les animations, les ateliers, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, ça, c'est sûr. Après, ça dépend du lieu aussi, de la place qu'on a, quoi. C'est ça aussi. Moi, c'est sur la fréquence. Oui, voilà. Vous les recevez peut-être plus souvent aussi, c'est peut-être ce qui vous donne cette impression de... Ouais. C'est ça, moi, sur la fréquence, je voulais intervenir parce que nous, quand on a démarré au SAP, les enfants venaient tous les 15 jours, chaque classe tous les 15 jours. Et à chaque fois, on proposait une animation. Et puis, on s'est un petit peu essoufflé. On n'avait pas une impression de consommation du tout, parce que mais on s'est un petit peu essoufflé. Et d'accord avec les enseignants, on a pris tous les 3 semaines. Et puis maintenant, c'est une fois par mois, parce que depuis qu'on est les 2 sites, il a bien fallu organiser les choses autrement. Mais on fait comme vous une animation, et le prêt de livres, c'est pas accessoire, parce que c'est important, mais c'est après. L'idée, c'est aussi qu'ils reviennent avec leurs parents, en fait. Et on a constaté qu'effectivement, l'accueil de classe favorise justement les inscriptions. Hein. Ça, on l'a vraiment... c'est flagrant, en fait. Hein. Oui. Tout à fait. Ouais, ouais. Oui, vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs à parler d'animation dans les accueils de classe. Donc déjà, est-ce que vous avez des exemples d'animation et en même temps, combien de temps dure l'accueil de classe entre l'animation et le choix de livres? Un exemple d'animation, par exemple, je vais recevoir une classe la semaine prochaine. Et donc, j'ai choisi de leur faire quelque chose sur le loup et le chaperon rouge. Sauf que ce sont des cycles 3. Et donc, j'ai choisi des ouvrages où il est question du chaperon rouge, mais sous un angle totalement différent. Donc, il y a quelquefois pas l'histoire. J'ai pris, par exemple, une bande dessinée de Zélège, et j'ai pris seulement quelques vignettes. Et donc, il va falloir qu'ils se débrouillent avec ça. Donc, c'est des dessins très noirs, assez violents. Donc, j'en ai sélectionné des un peu plus soft, mais qui ont quand même cette ambiance noire. Il y en a un autre où je ne sais plus l'auteur, c'est Lavater, je crois. C'est le chaperon rouge, mais c'est sur une grande bande qui se déplie, en fait. Et ce ne sont que des points qui symbolisent. Donc voilà, je vais les laisser se débrouiller avec ça par petits groupes. Ensuite, on va discuter des loups, de ce qu'ils en ont compris. Et ensuite, je passerai aux lectures des différents ouvrages que j'ai sélectionnés. Bon, ça, c'est pour les plus grands. Après, il y a énormément de ressources, en fait, à la MDO, avec les tapis de lecture, les racontes tapis, les livres planches, les kamishibai. Donc, il y a souvent... Alors, je fais des choses autour de l'outil que j'ai emprunté. Et en général, les classes sont là 1 heure. Et donc, avec les petits, les plus jeunes, ça ne dépasse pas la demi-heure, hein, voire 20 minutes avec vraiment les maternelles. Et ensuite, ils ont le temps d'aller regarder dans la médiathèque et choisir le livre. Les grands, c'est plutôt 3/4 d'heure, 1/4 d'heure pour le choix des livres. Ça me prend combien de temps? De préparation? Non. À l'animation, alors oui, il y a de la préparation en amont, ça, je sais pas, je compte pas. Je suis bénévole. Alors oui, en général, à chaque accueil, enfin 1 fois par trimestre, toutes les classes viennent, on concentre dans la période d'emprunt des outils. Donc il y a une animation pour les plus jeunes et une animation pour les plus âgés. Et c'est la même animation que je refais plusieurs fois de suite. Voire même, elle peut être reprise plusieurs autres années, puisque du coup, on a mis
sur pied un système, c'est pas un système quoi. Je fais des fiches à chaque fois que je fais, puis on a un drive et donc je mets les fiches sur le drive. Donc ça permet après de pouvoir aller refouiller dedans pour repiocher une animation qu'on a fait il y a 4 ans. Pourquoi pas, on peut la ressortir des placards. Hein. Elle vient de te dire, sur le drive. Il est public le drive? Dis donc. Non, et c'est vrai que pour ajouter à ce que disait Sylviane, on concentre aussi, comme elle le disait, c'est elle qui tient le calendrier. Donc moi je regarde, hein, mais je supervise. Mais elle tient le calendrier et c'est vrai qu'elles sont concentrées, les dates sont concentrées des accueils de classe, aussi pour justement mutualiser les outils qu'on demande à la MDO, pour pas les mobiliser ou les redemander. Donc elles se concertent, vous êtes 5, 6 là dans l'équipe, 6 qui s'occupe des accueils de classe. Donc il y a une petite réunion où il dit voilà, on va commander ça, ça, ça. Et Sylviane fait un tableau récapitulatif avec les dates et comme ça on sait. Et on met à l'agenda, puisqu'on a un agenda via le Google Agenda à côté du Drive, n'est-ce pas? On est moderne à passer la conception, enfin passer village maintenant. Et c'est vrai que ça permet, non mais je fais d'humour, mais c'est un outil très important parce que comme on est nombreux, ça permet de voir quand les classes viennent. Donc du coup, tu posais la question des gens avec les partenariats dans l'équipe. On sait qu'on peut faire un accueil, par exemple, de 9h30 à 11h30, mais que c'est pas possible pour la maison de retraite, puisqu'il y aura déjà l'accueil de classe. Donc, du coup, on a des codes couleurs et chacun met les dates, parce qu'il y a des référents. J'ai demandé à ce qu'il y ait des référents par groupe de travail, justement, pour que ce soit organisé. Voilà. En fait, c'est militaire, notre affaire. Hein. On rigole pas du tout, quoi. Compléter, enfin, on fait à peu près pareil que pour vous, hein, c'est le même principe. Juste pour compléter par rapport à l'histoire du temps, nous ce qu'on fait, donc c'est 1 heure d'accueil également, donc on a également des calendriers, donc tout est cadré avec les enseignants, et on part sur la durée de 1/4 d'heure, 20 minutes pour les animations, 1/4 d'heure pour les plus petits, parce que ça qu'après ils ont du mal à suivre, et 20 minutes pour les plus grands. Et généralement pour les plus petits, on fait plutôt des lectures, et à partir du cours élémentaire, CM, on fait plutôt des petits ateliers. Et donc une idée, si vous voulez, qui est sympathique pour un atelier, notamment pour le premier accueil, c'est de faire soit un jeu de piste à l'intérieur de la bibliothèque, pour pouvoir trouver un document caché, soit de faire ce qu'on appelle le jeu des codes. Donc en fin de compte, on fait un jeu avec des codes qu'il faut reconstituer, une code qu'il faut reconstituer, puis après il faut aller trouver le livre en rayon. C'est sympa à faire, et puis du coup c'est très interactif. Voilà, une idée de gestion. Oui, moi je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport au nouveau rythme scolaire dans la fréquentation des classes? Parce que nous, à l'Aigle, on avait trop de classes, on avait trop de demandes et un peu de consommation justement parce qu'on proposait des animations clés en main et les enseignants étaient très demandeurs. On a arrêté ça et là, on a du mal. On a du mal à faire venir les classes parce que depuis les nouveaux rythmes scolaires, ils n'ont plus le temps. Alors voilà, je voulais savoir si vous aviez ce problème aussi. Mais vous, médiathèque, vous n'intervenez pas sur le temps d'étape, là? Non. Du tout? Non. C'est votre choix ou c'est parce qu'on vous a pas sollicité? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que comme nous, on est médiathèque municipale et que l'étape, c'est CDC, c'est pas forcément... ça ne rentre pas forcément dans nos attributions. Et puis sinon, oui, moi on me l'avait proposé, mais je ne trouvais pas ça intéressant. Je trouvais que c'était plus intéressant de travailler avec les enseignants sur des projets communs, voilà, en partenariat, plutôt que de faire un peu pas de la garderie, mais les ateliers tout seuls, disons. Oui, alors bon, c'est vrai que moi j'ai une double casquette, hein, puisque je suis au service animation et que j'ai aussi quelques heures sur la médiathèque. Donc j'interviens sur l'étape. Et donc c'est vrai que ma casquette par contre de médiathèque là est souvent mise en avant, puisque nous, voilà, dans cette étape-là, on fait des temps autour du livre. Et c'est vrai que les formations MDO m'ont apporté pas mal de matière. Et je trouve que la médiathèque est un partenaire important dans ce temps. Mais après, effectivement, c'est peut-être difficile. Parfois, c'est difficile à gérer par rapport au nombre de classes, par rapport au nombre de salariés ou de bénévoles. Mais si en plus, vous n'avez pas vraiment été sollicité, je sais que nous, la médiathèque a été sollicitée pour être partenaire dans
dans ce moment-là, quoi. Oui, mais on a été sollicité, mais les horaires n'étaient pas commodes du tout, parce que c'était en fin d'après-midi, à des horaires où nous, on est toujours ouvert au public. Et alors qu'avant, on proposait les animations, les accueils de classe sur le matin, par exemple. Mais c'est vrai qu'on en avait, excuse-moi Thierry, on en avait discuté en réunion d'équipe, donc ça fait déjà 2 ans. Moi, je suis perdue, hein, parce que 2 ans, c'est ça. Et effectivement, l'équipe avait vraiment émis un avis défavorable. Et pourtant, c'est vraiment une équipe motivée. Enfin, on fait vraiment beaucoup de choses. Mais justement, c'était un des arguments, c'est que ça leur convenait pas. Et en plus, ça demandait aussi, parce qu'il y avait des cycles. Donc, il fallait être présent, il fallait qu'ils soient là vraiment sur des périodes données. Et le fait qu'ils soient bénévoles aussi les amène parfois à faire d'autres choses aussi et ont d'autres activités. Et ça, c'était pas possible. Donc, on avait vraiment émis un avis défavorable. Donc, c'est vrai que Béatrice, elle est dans une position un peu différente puisqu'elle est animatrice et qu'effectivement, elle se sert des outils de la médiathèque pour l'étape. Mais nous, on n'avait pas... Et je pense que... Enfin, je suis allée au comité de pilotage, enfin, une réunion du comité de pilotage concernant l'étape, et non, on ne participera pas. Oui. Mais nous, quand on l'avait abordé, si vous voulez, il y avait tellement... C'était un peu nébuleux que du coup, c'était les balbutiements. Et du coup, ils disaient non, on ne peut pas se projeter. Moi, même des fois, quand je leur dis, bon, est-ce qu'on fait une animation à Noël au mois de juin ? Ils sont pas capables de me dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais de savoir si on va pouvoir bloquer certaines dates. Donc là, non, sur des cycles comme ça, c'était pas possible. Et les classes, du coup, pour répondre à ta question, François, elles viennent quand même une fois par trimestre. Donc ça n'a pas trop altéré, je trouve, leur venue. Après, on a mis un peu plus de conditions. On était peut-être un peu... c'est pas souple, mais voilà, on était plutôt dans une position où on recevait les classes et puis on disait un peu toujours oui, et là maintenant, en fait, non, mais c'est vrai, on a plus structuré les choses. Et c'est bien parce que quand on a, avec COC, on a 12 classes en tout, c'est vite. Et puis les livres, ils empruntent, donc ça veut dire qu'aussi après les bacs, ils sont de plus en plus vides. Donc, Oui, le collège de Passé, il est juste à côté de la salle multiculturelle où il y a la médiathèque. Et à COC, ils sont pas très très loin. À pied, il y en a pour 5 à 10 minutes, quoi. Et juste, parce que par rapport, je ne connais pas le cas particulier, mais logiquement, la notion d'accueil de classe et la notion de TAP, ça n'a rien à voir, parce que l'accueil de classe, c'est sur le temps scolaire, donc c'est l'enseignant qui gère ça. Logiquement, il y a une convention avec là où les écoles, il y a un calendrier, ils viennent sur tel créneau, point barre. Les TAP, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire. Et nous, parce que moi je dis ça, parce que nous on fait les deux, donc, et au niveau des accueils, ça n'a rigoureusement rien changé. Par contre, ce qui a changé pour nous, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire en accueil de classe, que ce n'était pas approprié, parce qu'il y avait trop d'élèves. On peut le faire en TAP, parce qu'on a c'est des groupes qui sont plus réduits, et puis c'est pas le même rapport avec nous, vous voyez, c'est différent. Donc il y a des choses qu'on pouvait faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on fait maintenant, et du coup, ça donne aussi des idées pour les accueils. Mais je veux dire, après, au niveau du temps, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a un temps scolaire et un temps périscolaire, et voilà. Donc c'est complètement, logiquement, l'un ne devrait pas avoir d'influence sur l'autre. Ouais, moi, je dirais pas que l'accueil de classe et le temps périscolaire, ça n'a rien à voir. Au contraire, bon, alors déjà, il y a des incidences, de toute façon. Bon, c'est vrai qu'on fait moins d'accueil de classe, mais pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire que les classes ont moins disponibles de temps, finalement, avec les nouveaux rythmes scolaires, ont moins de temps pour venir à la bibliothèque. Et par ailleurs, le fait de faire des ateliers périscolaires, moi, je me suis rendu compte que après, les enfants qui étaient venus en atelier périscolaire, quand ils venaient en accueil de classe, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans la bibliothèque. Voilà, ils se sentaient mieux chez eux, quoi. Du coup, donc il y a quand même un lien entre les deux. Malgré tout, on ne peut pas ignorer qu'il y a un lien entre les deux, puisqu'ils sont quand même plus familiarisés avec la bibliothèque. Oui, voilà. je parlais de lien, pas de lien au niveau de l'organisation. Évidemment, après, oui, mais au niveau de l'organisation, oui. Pour moi, il y en a un quand même, parce que du coup, ça, déjà, pour moi qui suis tout seul, bon, même si je peux avoir parfois le soutien de bénévoles, je ne pouvais pas assumer autant d'accueil de classe et les ateliers périscolaires. Voilà. De toute façon, déjà, ça supprime une demi-journée de possibilités d'horaire. Voilà. Donc,
Donc, enfin, c'est vrai que bon, comment dire, ça dépend effectivement des moyens qu'on a en termes de personnel et tout ça, mais je veux dire, enfin, ce que je voulais dire, c'est juste, logiquement, enfin, encore une fois, je connais pas les cas particuliers, mais enfin, les accueils de classe ne devraient pas, devrait pas y en avoir moins parce qu'il y a les TAP, parce que logiquement, c'est 2 temps qui sont différents. Et après, si effectivement au niveau de l'école, c'est plus compliqué pour eux suite au changement des horaires, bon, bah, soit après on fait au mieux, quoi. Mais enfin, pour nous en tout cas, ça n'a vraiment eu aucun impact. Enfin, Oui, non, mais je pense que les exemples, des cas, je pense, hein, les exemples peuvent être différents hein, suivant les lieux, hein, puisque les ateliers ne se passent pas forcément aux mêmes heures, aux mêmes jours, etc. Et sinon, juste pour finir, pour les TAP, ça peut vraiment être. Après, encore une fois, il faut avoir le temps, il faut avoir le créneau horaire, il faut avoir le personnel. Mais ça peut vraiment être très sympa et très enrichissant à faire, parce qu'encore une fois, le rapport est différent avec les gamins. C'est des enfants qu'on reçoit en groupe. Et nous, on ne fait pas du tout de la garderie, c'est de l'échange et on fait des choses qui sont différentes. Donc, si on a les moyens de le faire en termes de personnel, qu'on a le temps et que on est intéressé, c'est sympa à faire. Voilà. Après, la pertinence au niveau scolaire, je ne peux pas en témoigner, parce que voilà. Mais bon, au moins pour nous, je veux dire, c'est sympa à faire. Voilà. Moi, j'aurais juste une petite question à propos des accueils de classe. Donc, la partie animation, etc. Et après, l'emprunt de livres. Ma question, c'est tout à fait une question pratique. Je veux savoir si les livres restent à l'école ou si les enfants les emportent chez eux. Voilà, parce que là, nous avons, nous, un gros problème à Tourouvre. En ce qui concerne le prêt de livres dans le cadre des accueils de classe. Alors là, ensuite, c'est à la discrétion de chaque enseignant. Donc, chaque enseignant, une fois que les enfants sont partis, ils ont choisi chacun un livre. C'est eux, ensuite, qui gèrent dans la classe. Mmh. Donc, soit les livres ne sortent pas de la classe pour certains enseignants et circulent et restent, soit, effectivement, avec notamment des plus grands, les livres sont emportés chez eux, puis rapportés, puis échangés. Alors, c'est vrai que... En cas de perte ? Eh bien, alors, les livres, c'est bien justement la signature de la convention. Voilà. Elle est là aussi pour formaliser à la fois combien j'ai le droit d'emporter de livres. Combien l'enseignant, enfin, parce que quand c'est un accueil de classe, nous, c'est sous le nom de la classe. C'est sous le nom. Chaque élève prend son livre. Voilà. C'est ça. Le problème, c'est que les enseignants à Tourouvre ne veulent pas être responsables. Ah ben ça, si. Ils ont dit, nous, on veut bien prendre les livres à la bibliothèque, on veut bien venir à la bibliothèque, mais on ne veut pas être responsable de la perte des livres. Ah bah si. Voilà. Ils le sont par définition, ils ont été empruntés sous leur Voilà, nom. c'est ce qu'on leur a dit, mais voilà. Ce qui peut être fait, c'est finalement dire sinon, vous incitez les enfants à venir en dehors. Ah bah et bien, voilà, ils ne viennent pas. c'est évidemment, moi je préférerais cela évidemment, mais là nous avons un problème parce que nous avons notamment 2 enseignants qui maintenant ne viennent plus, donc il n'y a plus d'emprunt de livres à cause de cette voilà. Ah oui, mais ça. Alors, moi, je me demande si on ne pourrait pas dire que c'est de la responsabilité de l'école, mais sans que ce soit l'enseignant. Oui. Après, nous. Non, mais nous, on nomme tout à fait. l'enseignant. Nous, ce qu'on a mis en place aussi avec le logiciel qu'on a, et ce qu'on a fait aussi pour une association notamment qui accueille en fait des jeunes, c'est qu'on imprime la liste. Alors il y a 2 choses. On peut imprimer la liste et après charge à l'enseignante de dire qui a pris quoi. Elle fait le recensement dans sa classe. Ça c'est la première solution. Quand ils sont nombreux, c'est vrai que c'est plus aisé. Et s'ils sont moins nombreux, comme là avec l'association des jeunes, en fait, on a créé un fichier et on nomme le nom des gens qui empruntent les livres. Donc c'est l'association et après on choisit le membre de ce groupe et du coup on sait qui a pris. Comme là dernièrement pour l'échange MDO, on cherchait un livre depuis 365 jours, j'exagère pas. Et donc, je sais pas, non, Miguel, elle est partie parce que c'était absolument hallucinant ce truc. Et donc, du coup, je regarde à qui appartenait ce livre. Donc, j'ai téléphoné à l'association et elle me dit, c'est qui a pris? Parce qu'ils sont 7 ou 8 à venir de cette association-là. Et elle va pas aller fouiller dans les chambres de 7 ou 8 gosses. Donc, du coup, je lui dis, c'est un tel. D'accord, ok. 365 jours qui n'étaient pas, c'est vrai, 365 jours qui n'étaient pas revenus. J'ai téléphoné, elle me l'a ramené dans le quart d'heure qui a suivi. Parce qu'elle savait identifier qui l'avait pris. Mais c'est à la charge de l'instit.
Non, mais après, là, pour l'association, c'est un peu différent, parce que c'est des enfants qui sont un peu en difficulté, et du coup, ça les responsabilise aussi. Ça, c'est le souhait de la responsable de l'association aussi, de faire comme ça. Mais après, c'est à charge de l'enseignante, c'est sa responsabilité. Hein. Enfin, Thierry. J'abonde dans le sens de Catherine. C'est vraiment important de cadrer les choses. Il faut vraiment cadrer les choses avec une convention. Et nous, dans la convention, déjà, c'est précisé qu'il y a un calendrier. Donc déjà, ils ne viennent pas quand ils veulent. Ils viennent sur des créneaux qui sont définis. Enfin, je veux dire, en concertation. Mais voilà, c'est cadré. Il y a un calendrier. Il y a un prêt de livres avec une carte pour chaque classe. Comme chez vous, on a une liste des membres. Donc chaque livre est attribué à un membre de la classe. Il y a une liste qui est tirée à la fin de chaque accueil. À l'accueil suivant, ils rendent les bouquins. Si les bouquins ne sont pas rendus, l'enfant qui n'a pas rendu le bouquin n'emprunte pas. Et s'il y a un livre est perdu, non mais laissez-moi finir, si un livre est perdu, l'école, c'est elle qui a créé les comptes, l'école est tenue de le rembourser ou de le remplacer comme n'importe quel lecteur. C'est cadré, c'est comme ça. Et pour finir, par rapport à l'enseignant qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, excusez-moi, non mais juste pour finir, l'enseignant n'a pas à dire ça. Enfin, l'enseignant, il vient sur un temps scolaire, il vient, il travaille. Donc il n'a pas à dire je ne suis pas d'accord pour ne pas être responsable. Je veux dire, il vient sur un temps scolaire, c'est son travail, il est responsable de sa classe, point. C'est tout. Voilà. Non mais c'est vraiment, faut vraiment cadrer les choses par convention, c'est tout. Hein. Faut pas vous dire on est bibliothécaire donc on s'écrase. Enfin, je veux dire, je parle comme ça un peu vulgairement, mais voilà, vous êtes des professionnels, même bénévoles, je veux dire, voilà, c'est sérieux. La bibliothèque, c'est voilà. Moi, j'ai une petite question aussi à poser, qui n'a pas été encore évoquée pour le moment, mais j'ai quand même entendu tout à l'heure, quand sur Passet, vous parliez du concours de nouvelles, c'est les moyens. Donc les moyens, alors humains, on les a un peu entendus, mais les moyens financiers, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y avait une petite baisse de moyens. Donc, qu'est-ce qu'il en est et comment faites-vous ? Oui, donc les moyens humains, eh bien, on se débrouille comme d'habitude, oui. Avec les bénévoles et puis moi je travaille sur la maquette et souvent sur le sujet avec les autres bénévoles et ben, le budget, c'est-à-dire qu'on essaie de dégager une petite ligne budgétaire spéciale nouvelle dans le budget de notre médiathèque et bon bah voilà, on n'a pas énormément et il faut se débrouiller après effectivement pour distribuer un lot à chaque participant avec le budget qui a été attribué. Bon, cette année, on a moins de participants, donc du coup, c'est moins compliqué, mais c'est vrai que pour l'instant, cette ligne budgétaire est maintenue. On espère qu'elle ne va pas se trouver amoindrie par la suite, mais voilà, c'est une bonne volonté parce que ce concours est inscrit depuis plusieurs années. Donc on a réussi à conserver ce petit budget. Mais bon, c'est à reproposer chaque année. Hein. Donc, mais ça, on le refera. On reproposera. Des questions sur les moyens financiers, sur comment créer un dossier Sur Google Drive. Non, mais on va les piquer, les fiches, pour les mettre sur le portail de la MDO, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, mais c'est d'où l'importance, vous parliez de proposition. Comment ça se fait la proposition aux élus ? Quel dossier vous leur présentez pour leur dire, voilà, on a besoin de telle ligne budgétaire pendant tant de temps, hein ? Non, je visais personne. Donc en fait, on a un comité de pilotage qui est devenu une commission médiathèque, puisque le comité de pilotage, il avait été créé quand on a créé la médiathèque à COC en 2013. Donc en fait, on fait une proposition en fin d'année, souvent en disant voilà, on a des projets, on a une expo, on va faire ça, on va faire venir quelqu'un, on a des frais aussi de restauration, parfois d'hébergement dans le cadre des animations aussi avec la médiathèque départementale. Et c'est vrai. Alors, je plaisantais tout à l'heure quand je disais qu'on était au bout du département, tout ça, avec peut-être cette connotation un peu négative. Mais très honnêtement, on a beaucoup de chance quand même. Là, on a quand même un budget d'animation qui doit être de mémoire de 1 500 ou 2 000 euros. Donc, c'est quand même bien, moi, je trouve, pour une collectivité telle que la nôtre.
Et on a aussi, alors ça, j'espère vraiment qu'on va garder ça, cette liberté justement pour proposer des choses et innover. Comme là, par exemple, on a eu un partenariat avec la DRAC. Donc, on a un conventionnement sur 3 ans pour justement mettre en place des ateliers. Donc, c'est le PTEAC, le plan territorial. Tout à fait. Voilà, bravo, bravo. Donc, effectivement, on a eu 17 000 euros, plus de 17 000 euros à répartir sur 3 ans. Ils sont venus quasiment nous chercher. Enfin, voilà, ils nous ont dit, voilà, on a une enveloppe. Donc, on a fait l'atelier Coding School, en fait. Donc, apprendre aux jeunes, en fait, à coder, à préparer leurs jeux vidéo, en fait. Donc, ça, c'était bien. Et des ateliers poterie aussi. Et il va y avoir de la danse indienne. Donc, on a cette liberté-là encore de proposer des choses un peu nouvelles et de se faire plaisir pour faire plaisir. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, j'espère que ça va continuer parce qu'on est aussi dans une réorganisation territoriale et on ne sait pas... Alors, peut-être qu'on sera Thierry. Hein? Voilà. Donc, ce serait bien. Voilà, peut-être. Donc voilà, ça se présente comme ça. En fait, la commission, on présente et puis ils nous disent si c'est bon. Après, ils ont parfois des suggestions, mais souvent, c'est nous qui proposons. Non, bah oui, non. Oui. Bon, par rapport à l'animation, donc nous c'est simple, on n'a pas de sous, on n'a pas de budget pour l'animation, donc c'est vrai qu'on se débrouille avec des bouts de ficelle, puis notre imagination. Hein. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, n'est-ce pas? Donc oui, souvent on fait vraiment avec les moyens du bord et puis on fait au mieux, mais effectivement on n'a pas de ligne budgétaire qui est dédiée à l'animation. Voilà. Donc on fait sans. Et puis on fait aussi avec la MDO qui nous prête des outils. Merci la MDO. Moi, je voulais juste savoir comment on faisait pour créer des partenariats quand on n'a pas d'école, quand on n'a pas de collège, quand on n'a pas de maison de retraite, quand on n'a rien. Et qu'on n'a pas d'argent non plus. Allez-y, je veux des réponses, je note. Est-ce que le Conseil général donne des subventions pour que les écoles viennent, pour payer les bus et tout le bazar? Quand on a un territoire qui est limité et sur lequel il n'y a pas beaucoup de structures, alors déjà souvent la plupart du temps il y en a, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Non, alors la plupart du temps il y en a et on ne les connaît pas, donc l'important c'est de faire un bilan. Et c'est de faire un bilan quand même parce qu'il y en a. Et sinon il y en a pas loin. Parce que là on parle, sur la table il y a... Ça marche? Oui. Sur la table il y a des communautés de communes, des représentants de communautés de communes, donc forcément qui ont un territoire un peu plus vaste. Mais sinon, comme on en parle régulièrement, on fait des conventions de partenariat, et c'est pas grave si c'est pas sur la commune. Ça, à la limite, c'est la volonté des élus fait que habituellement on travaille uniquement avec les structures communales, mais c'est pas forcément le cas. Quand on fait un contrat avec un partenariat avec un EHPAD, l'EHPAD il dépend pas de la commune. L'école elle dépend qu'en second degré de la commune. Voilà. Donc il y a des partenariats sur les communes avoisinantes, en fait, sur les structures des communes avoisinantes. Je ne sais pas si vous faites des partenariats, par exemple, avec des communes dans lesquelles vous n'avez pas de structure, ou s'il y en a parmi vous qui font des partenariats avec des structures qui ne sont pas sur le territoire de la commune. De tes paroles. Oh, fallait pas le dire. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des structures. Par exemple, moi je travaille avec le RAM de Rugles, qui est de l'autre côté de la frontière, et qui vient quand même, voilà, on fait une convention d'accueil ou même parfois de déplacement pour qu'il soit possible de travailler ensemble, puisqu'on est juste à côté. Nous, on a accueilli aussi, ça me fait penser à ça, on n'avait pas fait de convention, mais quand on a eu l'arbre poétique, en fait, on avait été une formation les 1er et 2 février à Alençon, et il y avait Sandra, je ne sais plus son nom de famille, comment ?
Meyer de l'association La Boîte aux Lettres d'Alençon, qui est venue justement avec un groupe. Donc elle est venue d'Alençon jusqu'à Passé village pour justement voir l'arbre poétique. Donc c'est vrai que les partenariats, j'allais dire, ils peuvent se créer. Enfin, vous êtes de quel endroit? JL, c'est ça? Il n'y a rien du tout? Mais si, il y a des choses quand même. Vous avez un lycée? Mais non, ça c'est dans votre tête, mais il y a toujours des choses à faire. Si vous partez de ce postulat-là, c'est fichu, si je peux me permettre. Nous, si on se disait, bah non, on fait rien parce qu'il y a déjà des choses au collège ou il y a déjà des choses à la maison de retraite, on ferait rien. Il faut au contraire être dans le dialogue. Je pensais à la dame justement tout à l'heure là pour l'histoire, l'ambiguïté avec l'enseignante. Je pense que la meilleure façon de faire des choses, c'est justement de dialoguer et de se dire, ah tiens, bah peut-être qu'on peut faire ça ou ça, les amener en fait dans les deux sens, à ce qu'on suscite l'intérêt des uns pour les autres. Lui, il était prof à Don Bosco. Hein, et il a tenté plein de choses. Simplement, Don Bosco est une structure bien spécifique, bien à part. Ils n'ont pas besoin de la médiathèque de Giel Courteil. Alors, j'allais poser une question. Rien. Vous disiez, c'était intéressant, il était. Donc, il était, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut y aller avec un œil nouveau et discuter 36 autrement. ans, il était prof là-bas et mais il n'a justement, rien les profs, obtenu. parfois, c'est pas... Rien. Pourtant, Dieu sait si les rapports sont super bons, mais il n'y a rien. Justement, quand on fait la même chose depuis 36 ans, on n'a pas le même point de vue que quelqu'un qui en vient en dehors. Oui. Non, mais il faut lui dire, enfin, s'il fait la même chose pendant 36 ans, il ne peut pas découvrir d'idées nouvelles, c'est pas possible. C'est pas humain, en fait. donc, il faudrait envoyer un autre bénévole, en fait. Quelqu'un qui a un autre regard. Voilà. Voilà. On a la commune de Putange qui est à 5 km, d'où les gamins de Giel Courteil vont à l'école de Putange. Simplement, je n'y étais pas moi à l'époque à la médiathèque, mais ça avait été mis en place avec l'école Sainte-Thérèse. Il devait venir à la médiathèque avec un petit car, machin, mais il ne pouvait pas prendre plus de 10 élèves dans le petit bus. Donc, ce qui supposait qu'il fallait laisser des élèves, il fallait faire 2 voyages. Simplement, je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais ce n'était pas possible parce qu'il fallait que la directrice soit là et soit là-bas. C'était hyper compliqué. Donc, ils ont laissé tomber. Et on a beau chercher, on a beau tourner, il n'y a pas de possibilité parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer là-bas? Prendre une caisse de livres et puis aller là-bas et puis trouver un temps... Non, mais bon, on pourrait, effectivement, mais... Non, mais il y a toujours des solutions. Vraiment, il y a toujours des... Oui, alors, d'accord, je veux bien. Simplement, on est 6 bénévoles. 82 ans, 75 ans, 68 ans, 72 ans. Voilà, on a ça. Et c'est des gens... Pardon? Oui, mais je crois que je suis la plus jeune. Non, mais voilà les bénévoles que nous avons. Alors, ils sont volontaires pour tenir la permanence, mais pour se déplacer et tout, c'est hyper galère. Donc, on n'est vraiment pas aidé, c'est sûr. Donc, quand on fait quelque chose... Donc, on fait des ateliers à la médiathèque. Un samedi, on essaye d'en faire un tous les 2 mois à peu près. Mais pour le reste, c'est hyper galère. Alors, vous avez beaucoup de chance, mesdames. Alors, nous, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont recruté. Elles ont recruté, en fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour tout faire. Donc, voilà. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut qu'il y ait des gens motivés pour faire le... Bien, on n'a pas dit que c'était simple. On va arriver au terme. Alors, la dernière question. Non, ce n'était pas une question, c'était une réponse. Donc, un témoignage. Un témoignage, oui. Alors, par rapport à Neuilly-sur-Eure, donc, on fait partie donc, du Pays de Longny. Et donc, nous, on reçoit l'IME, qui est l'IME de Manou. C'est pas le même département, et on le reçoit. Après, c'est vrai que le président de la CDC a été d'accord, et puis voilà, mais je ne sais pas si ailleurs ça se pratique, mais il n'y a pas de raison. Et voilà.
Et on reçoit aussi d'autres, les écoles, la crèche, les assistantes maternelles, et on fait un peu comme vous. Donc la recherche de structures, parce qu'elles ne viennent pas toujours vous voir en fait, des fois il faut aller les chercher. Et puis après, on va y arriver. Non, mais juste pour finir, il y a pas, on parle de structure, il n'y a pas que les structures, il y a les associations, donc on en a parlé beaucoup. Et même il y a, le privé, des fois on peut faire un partenariat avec des structures privées ponctuellement, pas forcément de manière durable, mais pour une, tout à l'heure. Monsieur Poisson, c'est ça qui s'appelait. Il parlait de choses un petit peu comme ça dans les supérieurs, des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Je veux dire, pas forcément sur le long terme, mais ne serait-ce que ponctuellement, faire un truc avec l'épicerie du coin, c'est possible aussi. Effectivement, des fois, il faut peut-être sortir un peu des sentiers battus. Puis voilà, pas forcément penser structure publique parce qu'on est public, quoi. Enfin non, il y a peut-être autre chose. Voilà. C'était un bon mot de la fin, parce qu'effectivement, on peut raisonner en termes de partenariat sur des territoires, mais également au-delà de certains territoires, et des partenariats qui peuvent être réguliers ou ponctuels, effectivement. Dans tous les cas, je voulais remercier nos intervenants de cet après-midi, donc à la fois Thierry, Sylviane, Catherine et je sais plus, Béatrice, également le public qui a posé de nombreuses questions. Je crois qu'on a une pause avant de reprendre. On va faire une pause jusqu'à 15h45. Donc vous pouvez aller prendre un café,